Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Albéric, bonjour à tous. Bonjour Florent, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Exactement, encore nombreux aujourd'hui quand on parle de facturation électronique. Merci à tous de nous suivre. Aujourd'hui, un thème qui est d'actualité, hein, vu que la réforme de la facture électronique en France, elle approche jour après jour. Eh bien, c'est tout simplement comment bien choisir sa PDP, sa plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DocuWare, et Albéric aussi, on fait partie de la même équipe. Et aujourd'hui, on est là pour vous informer sur effectivement peut-être quelques évolutions qu'il y a eu sur mai et juin, promulguées et documentées par l'AFNOR dans un premier temps, et vous donner effectivement des conseils pour bien choisir sa PDP. Et bien sûr, on va aussi présenter notre plateforme DocuWare, comment effectivement notre suite de fonctionnalités autour du traitement des factures est très bien positionnée dans certains cas pour traiter des problématiques ou vous accompagner sur la conformité. Et je crois que l'agenda, c'est un peu ça, Albéric, hein, C'est exactement ça. Vous voyez ici résumé en 3 points. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions à travers le chat. On essaiera à la fois d'y répondre au fur et à mesure et de prendre un temps en fin de webinaire pour répondre à tout le monde. Et voilà, n'hésitez surtout pas. On est là aujourd'hui pour vous aiguiller. C'est parti? T'es chaud, Allez, Florent? Allez, c'est parti. on est bouillant, les points clés de la réforme. Alors, je t'entends un peu, on me réentend dans ton… Je baisse le son. si ça ne te dérange pas, c'est gentil. Alors, un calendrier toujours et encore le même, hein. Cette fois depuis plusieurs semaines, il n'a pas changé. Pour les assujettis à TVA en France, dans des relations commerciales B2B, comme on dit, eh bien, c'est à partir du 1er septembre 2026 que la réception sera rendue obligatoire, petites ou grandes entreprises. 1er septembre 2026, comme on le voit dans les profils, en complément de la réception, c'est l'émission qui sera obligatoire, avec ensuite, un an après, une obligation du coup pour appliquer pour toutes les entreprises au 1er septembre 2027. Donc c'est vrai que quand on parle de 1er septembre 2026, le portail public de facturation, le fameux annuaire, qui est le grand bottin qui identifie toutes les entreprises assujetties à TVA, mais un peu en avance de phase. Il est mis d'ailleurs en production cette semaine. Il va pouvoir être enrichi au fur et à mesure avec les gens qui vont pouvoir s'inscrire ou choisir cette PDP. Et du coup, en 2026, un peu avant la date fatidique, vous pourrez bénéficier, pour ceux qui se sont équipés, de la réception justement de ces nouveaux formats par les grands donneurs d'ordre, que opérateurs de fluide, de télécom, d'électricité. Et en cela, il y a, avant le 1er septembre 2026, il y aura aussi effectivement un enjeu de pouvoir allumer les services et bénéficier effectivement de certains tests pour s'assurer que tout va bien et au quotidien, pour certaines factures, recevoir des factures 100% structurées. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est toujours un peu sur les mêmes obligations. Cette terminologie qui est importante, hein, le e-invoicing. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ce qui a été effectivement précisé par l'AFNOR dans des documentations officielles. On a ici, en termes de format, nos 3 formats qu'on cite depuis un certain temps maintenant, l'UBL, le C2I, le FactureX, qui sont des formats structurés pour permettre à une machine de comprendre automatiquement tout le contenu de la facture. Et au-dessus de ces formats, il y a la notion de profil. Le profil 16 981. Derrière ce profil, un peu, c'est toute la norme en fait qu'il faut respecter, peu importe le format derrière, pour enrichir mon flux de facturation avec les bonnes informations. Donc ça, on a quelques captures d'écran, mais ça vous permet un peu de projeter quand on dit il faut respecter des obligations de ci, de ça. On donnera des exemples. Donc le invoicing, qui est effectivement l'échange de factures structurées.
avec un cycle de vie, des phases de transmission de ma facture par rapport au réseau de plateformes de dématérialisation partenaires et des phases de traitement quand je vais refuser, mettre en litige ou valider le paiement de ma facture. Ensuite, on a toujours le e-reporting qui est lié pour les transactions à l'international ou des transactions vers des particuliers. Ça effectivement, ça n'a pas changé. Ça sera un flux qu'on pourra continuer à adresser sur les formats que vous utilisez actuellement, que ce soit du PDF par mail ou depuis des portails privés de portails clients. Vous aurez l'obligation de retranscrire le contenu un peu comme le e-invoicing de manière consolidée dans le e-reporting. Tout ça dans des enjeux effectivement de pré-traitement de TVA ou de contrôle de cette TVA. Sur le e-reporting, il y aura un e-reporting de paiement, comme on le dit, sur le statut encaissé par rapport aux factures de prestation de services et aux factures d'acompte sur les produits. C'est les deux notions de e-reporting de paiement. On y reviendra sur le cycle de vie en complément du e-reporting qui est de la pure data de facture envoyée à vos clients internationaux ou à vos particuliers. Donc ça veut dire, Florent, si prends un exemple concret, je suis un artisan dans le bâtiment, j'installe des chaudières de marque allemande, pour pas citer le nom, je facture des clients particuliers et également ce manufacturier pour certaines de mes factures. Donc ça veut dire que je devrais à la fois pouvoir émettre du e-reporting vers mes clients particuliers, parce que je les facture et c'est du B2C. Et comment je fais pour mes factures internationales sur le sujet? Ça doit rentrer également dans le cadre. Tout à fait. Vous allez pouvoir continuer à adresser vos clients internationaux avec les mêmes formats, comme je le disais, toujours assurer une piste d'audit fiable au niveau du stockage et du contrôle avant envoi, d'envoyer votre pièce avec de la signature ou pas pour protéger l'intégrité. Ça, on reste effectivement sur les mêmes bases. Derrière, il faut qu'une partie des données de cette facture puisse être consolidée au niveau de la PDP pour pouvoir remonter au concentrateur de données du portail public de facturation, cette transaction, pour que ça puisse être pris en compte effectivement dans votre journal de vente, tout simplement. Et derrière, il ne vous sera rien demandé de plus, mais vous devez déclarer, entre guillemets, cette vente sur un autre format. Et c'est là où, effectivement, quand je suis en dehors de l'artisan, généralement, il y a des outils dans le système de facturation qui maîtrisent bien ces cas d'usage. Par contre, quand je suis un artisan, je travaille le matin pour une entreprise B2B du domaine privé assujetti à TVA. Et après, l'après-midi, je vais dans un chantier de Monsieur Michou. Eh bien, là, effectivement, pour moi, dans mon outil de facturation, que ce soit mon EBP, mon Sedge, il faut s'assurer que j'ai la capacité d'exporter les bonnes datas vers le portail de dématérialisation partenaire pour que le reroutage des flux se passe correctement et que derrière, dans le contrôle et par la suite dans les prédéclarations de TVA, je sois bien ISO par rapport à ce qui a été facturé. Exactement. Pour répondre à certaines questions au fur et à mesure, évidemment, vous pouvez commencer à émettre avant le 1er septembre 2027. Si vous avez déjà votre PDP et que vous êtes prêt à émettre, bien évidemment, l'État n'oblige pas à attendre le 1er septembre et la date butoir. Pour les clients qui sont monégasques et qui facturent la France, eh bien, vous êtes considérés comme des entreprises internationales. Donc, vous pouvez continuer à émettre pour l'instant vos factures directement par les canaux classiques. C'est votre fournisseur, enfin en tout cas votre client français qui aura des obligations. On va avancer sur la partie, on répondra à d'autres questions plus tard. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que le rôle de la PDP peut être vu dans un premier périmètre un peu de conformité. C'est le cas effectivement d'apporter le contrôle de conformité sur les factures. Qu'on soit une PDP émettrice au niveau de moi vendeur ou une PDP réceptrice, comme on le dit, côté acheteur, il y a un certain nombre de contrôles au niveau de la transmission qui sont opérés de manière transparente pour les vendeurs et les acheteurs. Donc le contrôle de la conformité,
c'est de dire que déjà, cette PDP va regarder s'il n'y a pas un malware ou un virus dans la facture. Il va regarder si ce que vous m'avez envoyé, ce n'est pas la photo de vos enfants ou d'un fichier Excel de réunion, mais que c'est bien un format de facture, les fameux UBL, C2I ou FactureX. Donc là, il y a des outils qui permettent de regarder, entre guillemets, l'ossature du fichier, les dénominations de chaque entrée de data pour se dire, OK, là, ce qu'on m'a mis, c'est bien un format lié à ma facture électronique. Et dernièrement, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a des contrôles métiers qui seront de plus en plus intégrés dans les PDP. Et tout ça pour dire que cette contrôle de conformité est vraiment lié à cette PDP. Et déjà en sortie de l'ERP, quand je suis en dépôt de cette facture avant émission, ces contrôles sont exécutés. Et si j'ai une non-conformité, bah, j'aurai un retour de ma PDP émettrice pour m'accompagner, corriger mes flux. Ensuite, eh bien, c'est vrai qu'on va avoir tout ce qui est acheminement de la facture, que ce soit vers une autre PDP ou le portail Chorus Pro, si on est sur une facturation d'une entité publique. De manière transparente aussi, vu que mon flux de facture au niveau de l'émission, qui est le premier point, bah, il est complet en sortie de mon outil de facturation. Nous, on va contrôler, mais ce n'est pas vraiment le rôle de la PDP de générer une facture en bonne uniforme, conforme. C'est votre outil de facturation qui a ce rôle et cette obligation. Derrière, nous, on va assurer effectivement en tant que PDP la transmission de la facture dans le réseau et aussi en effet miroir, la transmission au collecteur de données du portail public de facturation. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a une bonne visibilité sur qui fait quoi. J'ai envie de dire, le flux de e-invoicing de chez vous vers votre PDP émettrice, c'est ce qu'on appelle le flux 1, c'est ce qui vous concerne. Et ensuite, quand on parlait de flux de e-reporting et d'échange avec le collecteur du portail public de facturation, là aussi, c'est fait en automatique, c'est le flux 10. Et après, bah, tous les contrôles que je viens de dire qui sont un peu faits au fil de l'eau et en sous-marin, bah, ça, c'est tout le travail des PDP l'une vers l'autre et ça ne vous concerne pas. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si la facture, eh bien, elle a bien été acceptée par ma PDP, elle a bien été acceptée par la PDP réceptrice. Et ensuite, bah, j'attends plus que la réponse du client si j'ai un refus de paiement. Mais le reste, bah, c'est ensuite fait automatiquement par la PDP. On y revient rapidement tout à l'heure, hein, mais le but c'est vraiment de simplifier pour vous les échanges entre vos tiers, fournisseurs ou clients, hein. Le but de cette réforme-là, elle est bien là-dessus. Donc oui, il y aura un boulot de démarrage, ce qu'on appelle le setup, mais une fois que ce boulot aura été fait et finalement les interfaces rodées, pour vous, ça sera bien plus facile au quotidien que ça ne l'est aujourd'hui, hein. C'est l'objectif, tu as raison. Après le setup, on bénéficie effectivement de souplesse et de l'automatisation. Et il ne faut pas négliger dans ces sujets-là la traçabilité des échanges, pouvoir partager l'information, partager les statuts avec un maximum de personnes parties prenantes de ma facturation client. C'est ce qu'on voit ici. Donc, j'avais commencé à exposer un certain nombre de points de contrôle qui sont, comme on le voit ici sur cette slide, entre le vendeur et la PDP vendeur ou PDP acheteur et ou acheteur. Derrière, on va être sur des statuts. Les statuts en bleu sont les statuts obligatoires, d'accord? Ils sont obligatoires parce qu'ils sont directement intégrés dans la collecte et prédéclaration de TVA. Donc, c'est pour ça que c'est les statuts les plus importants et obligatoires pour le PPF. Derrière, on a des statuts optionnels qui seront effectivement supportés par les PDP. Là aussi, c'est en train de se mettre en place le pourquoi du comment techniquement, mais c'est vraiment des statuts optionnels que certains acheteurs vont accepter de retourner à leur vendeur. Je connais déjà certains acheteurs qui disent, moi, ces statuts optionnels, ça me regarde, c'est dans ma gestion, je ne les partagerai pas. Donc là aussi, on peut un peu se détendre, hein. Ce qui est obligatoire, c'est les statuts rejetés, refusés. Ça veut dire que pour le vendeur, quand j'ai la position du statut rejeté au niveau de ma PDP vendeur d'ailleurs, mais surtout au niveau de la PDP acheteur, ça signifie
repasser par un avoir côté comptabilité du vendeur pour réémettre une facture qui va repasser par les mêmes contrôles et arriver sur une mise à disposition de cette facture par la PDP acheteur. Si on va sur les statuts optionnels et que j'utilise le statut litige, eh bien là, ça sera effectivement quand même quelque chose d'intéressant à activer et à utiliser. Parce que si je suis en litige sur une facture de produit et on m'a rajouté des frais de transport ou des frais supplémentaires de traitement administratif, on le voit que ça arrive régulièrement dans nos projets de capture à la ligne et de réconciliation avec les commandes et les réceptions. C'est jamais à l'euro près exact. Il y a toujours 40 ou 50 euros de forfait qui se baladent. C'est un bon exemple pour effectivement peut-être approuver partiellement une facture ou aller sur un statut litige. Et là, le vendeur sera dans une situation de réécriture de sa facture sans passer par un avoir qui me permettra effectivement de retourner sur une phase de contrôle et de validation par l'acheteur. On est bien d'accord, Florent, que dans le cas du statut litige, par exemple, qui est un très bon cas d'exemple, on va devoir échanger en dehors du cadre légal, puisque ce statut-là amènera forcément des allers-retours clients, enfin vendeurs-acheteurs, pour reprendre les mêmes termes, mais qui seront finalement des allers-retours comme ça se fait aujourd'hui, soit par mail, soit par téléphone, ou alors via une plateforme permettant de gérer ces workflows avancés pour gérer ce litige. Exactement. On a au niveau de ces plateformes un libellé, la définition effectivement de ce statut. Et après, on peut rester de manière conventionnelle sur des échanges par mail avec des applications qui permettent d'agréger, d'importer les mails et les relier à mon numéro de facture. Dans mon interface PDP, même si je repasse par le mail, je peux avoir une consolidation effectivement de ces échanges ou aller sur des portails un peu étendus pour continuer mon fil de conversation ou d'échange. Les deux arrivent à la même finalité, c'est que l'information soit consolidée et centralisée sur une pièce pour me permettre de démontrer un peu effectivement tous les échanges que j'ai eus par rapport à ce litige. C'est tout à fait possible à ce niveau-là. On peut, au niveau du conduit du changement, rester sur l'échange par mail, mais venir copier par rapport à mon numéro de facture, les échanges pour qu'ils soient reliés dans mon outil, ce qui me facilitera le suivi. Petit point légal avant de passer à la slide suivante. Il y en a une question sur l'archivage qui est mentionné ici, donc l'archivage légal des 10 ans. C'est une obligation pour être PDP de proposer cet archivage-là. Donc la question est, est-ce que je peux utiliser une application tierce? Dans l'absolu, oui. Vous pouvez faire une copie, une duplication sur un deuxième outil de cet archivage à valeur probante, mais vous allez finalement doubler à la fois le stockage et finalement, j'imagine aussi les coûts qui vont derrière. Puisque d'un point de vue PDP, c'est obligatoire de proposer cet archivage 10 ans à valeur probante pour être certifié PDP. Donc, ce n'est pas un service complémentaire additionnel, c'est un service obligatoire de base. Et je finirai effectivement aussi parce que j'ai beaucoup de questions sur le statut encaissé. C'est un choix obligatoire, majoritairement aujourd'hui sur 2 cas. Une nouvelle fois, sur les factures de services avec déclaration de TVA à l'encaissement ou sur des factures d'acompte de produits. Il y a uniquement dans ces 2 situations où vous devez reporter le statut encaissé. Dans les autres situations de transactions, ça peut être optionnel, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et c'est effectivement quand vous avez fait la réconciliation de réception du paiement que vous allez, de manière automatique ou manuelle, aller changer le statut, ce qui évite que le faire trop tôt et qu'un acheteur appose le statut refusé. Donc, sur l'encaissé, eh bien, il y a une réconciliation à avoir effectivement avec le système bancaire ou votre système de gestion des paiements pour qu'on puisse changer le statut en automatique ou manuellement en conséquence de cause. Mais il y a vraiment 2 cas. On ne va pas le faire sur toutes les factures au niveau de l'encaissé. Pour l'instant, il y a vraiment 2 cas précis d'identifier. Les fameux cas d'usage pour avancer sur la présentation. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ces cas d'usage concernent les factures simples, les factures d'acompte, l'autofacturation, les avoirs et les factures
en réécriture, en modification suite à un statut litige. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui est demandé, on voit la complexité. C'est quand on va être sur la dernière ligne, sur des statuts de rejet, de refus, on voit que le cycle de vie va être un peu plus important. Et c'est là où ça peut apporter un peu plus de complexité si on n'a pas un outil de workflow adéquat qui va communiquer avec les différents applicatifs de mon SI Finance. Dès qu'on va avoir un tiers dans la boucle, donc un tiers, on cite souvent la facturage, pardon. Un tiers, ça peut être aussi mon assureur, quand je suis un professionnel et il va prendre en charge peut-être, suite à un dégât des eaux, 30 ou 40% de ma facture. Donc c'est moi l'acheteur, mais le payeur d'une partie ou de la totalité, c'est le tiers qui l'assure. Et là, on le voit aussi sur des projets, le tiers peut être ma centrale d'achat. Je suis adhérent. C'est effectivement ensuite des identifiants de qui commande, enfin à qui adresser la facture, mais le payeur est différent. Donc ça aussi, c'est des situations où j'ai des tiers à identifier. Et par rapport effectivement à l'échange de statut et à l'enrichissement de mon flux de facturation, ça amène des informations supplémentaires à collecter et intégrer dans mon flux de facturation, d'où une certaine complexité. Et après, j'ai oublié le premier cas, mais c'est un mix des deux, c'est qu'on va rajouter effectivement un tiers et des cycles de vie supplémentaires. Donc, on va voir la preuve par l'image, hein, mais cette norme 16981, bon, elle existe depuis des dizaines d'années, fortement utilisée dans l'EDI. On a une norme standard, ça va être le format quand on va ouvrir les vannes d'un point de vue échange de factures, d'un point de vue européen avec PayPal ou pas, je ne sais pas, mais on voit que on est sur un arbre de données. Cet arbre de données, il faut le voir avec des branches et des sous-branches. Et à la fin de la branche, j'ai une feuille de données. Bien, ici, pour reprendre mon exemple, c'est mes données métiers dans la norme. J'en ai 164 qui sont regroupées par rapport à ces données au niveau de l'acheteur, du vendeur, du paiement, de différentes informations. Cela embarque aussi des règles de gestion par rapport à la TVA indiquée, au multi-TVA, aux règles de calcul. Il va y avoir une notion effectivement sur les arrondis qui va être importante de respecter, et toutes les listes de codes qui sont liées à mes typologies de produits, à mes codes de pays. La liste est longue, je ne vais pas, notamment aussi les types de factures et de devises, je ne vais pas tout lister, mais il n'y a pas que de la facture, il y a aussi des données comptables, et on était un peu on avait un peu de mal à voir comment on allait faire rentrer tout ce qui était demandé dans les cas d'usage avec effectivement cette norme. Donc, grâce aux travaux de la FNOR, il y a eu effectivement des décisions pour dire que en France, pour continuer à utiliser cette norme, ce profil, on allait pouvoir réutiliser certains champs pour alimenter plus de données sur des champs de notes, par exemple. Mais on avait toujours le sujet, quand je suis sur le premier cas d'usage, multi-commande, multi-bon de livraison pour une facture. Là, même ce profil 16981 ne suffisait pas. Et donc, la France, on est en France, eh bien, on a décidé de faire une extension de la 16981, une extension qui s'appelle CTC pour contrôle continu des transactions français. Et avec cette extension, eh bien, devinez quoi? On a des données supplémentaires, on a des groupes additionnels, notamment des informations de ligne, et on va pouvoir, au niveau des règles de gestion, sur ce qu'on appelle la cardinalité, pouvoir préciser ce qui est unique et ce qui va se dupliquer par rapport à une récurrence, notamment au niveau des lignes. Alors, c'est abstrait comme ça quand on le dit de bon matin. C'est pour ça qu'on a mis des exemples. Alors, ça fait un peu sapin de Noël, la prochaine slide, mais quand on parle effectivement de la 16981, c'est un joli schéma effectivement d'un document de l'AFNOR. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut se le représenter. Donc, je parlais de mon arbre avec des branches et des feuilles.
Les feuilles ici, c'est pour un premier exemple la BT1, c'est le numéro de facture. La BT2, c'est la date d'émission. Donc ça existe déjà depuis longtemps. Je pense qu'une partie des personnes présentes le connaissent. C'est peu importe le format que vous allez utiliser, de l'UBL, du C2I ou du FactorX, entre guillemets, ces feuilles de données, eh bien, c'est ce que vous allez devoir respecter, c'est ce que votre outil de facturation va devoir émettre. Et pour en rajouter un peu plus de couleurs, avec l'extension française, eh bien, on rajoute effectivement des possibilités. C'est tous les champs qui sont en violet. Et là, quand on parlait des tiers, merci Albéric, l'agent de l'acheteur, le bénéficiaire, le payeur, l'agent du vendeur, l'adressé à, le facturant. Quand on a des cas d'usage à gérer avec des tiers, eh bien, c'est dans ces feuilles de données qu'on va pouvoir les renseigner. Et dans le détail, ensuite, effectivement, on a un peu plus de place pour aller sur des numéros de ligne, dans le BL, dans le bon de réception, sur la partie droite. Donc, c'est des choses où on va avoir effectivement un moratoire, où ces obligations de ligne à ligne au niveau de ma facture, on va être sur un décalage aujourd'hui d'annoncer de 6 mois. Maintenant, on a effectivement les cases pour mettre la donnée, donc on peut un peu plus se projeter. Et pour rester simple, c'est que les cases violettes seront supportées en France. Si vous utilisez votre format de facture électronique pour la Belgique ou l'Allemagne, eh bien, l'outil d'interprétation va aller lire les lignes bleues. Là, on sera bien aligné au niveau européen. Le violet ne sera pas forcément à interpréter et appréhender par un client allemand, par exemple. On verra comment ça évolue. Mais en tout cas, ça, avec le CTC français, par rapport aux 36 cas d'usage sur les 5 typologies de factures, eh bien, pour votre outil de facturation, ça va les aider fortement et vous-même à appréhender effectivement, je dois me conformer à ce cas d'usage, le numéro 15, 17, où il y a des tiers ou autres. Et bien là, vous voyez maintenant dans votre flux de facturation où mettre l'information. Merci Florent pour cet exemple. Alors effectivement, le schéma peut paraître complexe, hein, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de vous faire peur aujourd'hui, mais plutôt de simplifier le discours et de vous dire que grâce aux travaux de l'AFNOR, on va pouvoir, de manière simple, encore une fois que le setup sera fait et tout ça sera bien paramétré, vraiment essayer de rentrer les 36 cas d'usage dans cette réforme sans ajouter de complexité majeure. C'est ça l'intérêt. Du coup, ça nous amène à la thématique phare du jour, c'est vraiment comment bien choisir sa PDP par rapport à tout ce qu'on a vu. Hein. Donc, on a effectivement pas mal de choses. On va commencer par un petit sondage pour quand même savoir où vous en êtes. Je vais ouvrir les votes. Hop, c'est parti. C'est simplement pour savoir en fait, voilà, est-ce que vous avez déjà fait des choix, si quelle était la raison principale du choix d'une PDP, puisque maintenant on est quasiment à moins de 12 mois de l'échéance si on occulte les mois d'été, juillet, août. Donc voilà, on veut vous sonder sur ce sujet-là. Donc n'hésitez surtout pas à répondre. On va le laisser encore en cours un petit peu. Faire grossir un peu les sondages. N'hésitez pas à cliquer, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes un petit peu moins de 300 connectés aujourd'hui, ce qui est plutôt très agréable. Encore une fois, merci. Donc, n'hésitez pas à répondre, ça ne fera qu'alimenter la qualité du sondage. Voilà, le sondage est terminé. On peut partager les résultats. Effectivement, bon, il y a un très grand nombre de participants qui n'ont pas encore choisi de PDP. Donc, écoutez, c'est très bien. Ça veut dire que ce qu'on va vous apporter aujourd'hui va vous apporter de l'eau à votre moulin dans le choix. Certains ont fait des choix par le prix, la réputation ou les services proposés, mais c'est à peu près équilibré et c'est vraiment très très minime. Donc, on considère qu'aujourd'hui, oui, il y a quasiment 90% des répondants qui n'ont pas encore fait de choix. Et donc, forcément, j'imagine, sont très à l'écoute de ce qu'on peut apporter aujourd'hui.
Le premier sujet reste un sujet légal. Hein, vous l'avez compris, la PDP, il faut être accrédité. Il y a un certain nombre d'étapes à passer. Il y a un dossier à déposer assez strict avec des exigences réglementaires. Donc, n'hésitez pas à consulter la liste. Je vous ai remis le lien ici. Hein, c'est sur impôts.gouv. Et on a une liste aujourd'hui. Alors, je n'ai pas été voir ce matin, mais d'un peu moins d'une centaine de candidats pour cette course, on va dire, à la réforme. Donc, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est aujourd'hui, on trouve, entre guillemets, le tout sur le marché. Il n'y a pas de mauvaise offre hein, dans l'absolu. Tout le monde peut répondre. Maintenant, si vous voulez vous simplifier à la fois le contractuel et être sûr de ce que vous allez mettre en place parce que vous allez y passer forcément du temps à la mise en œuvre pour vous simplifier le travail derrière, on considère que choisir un acteur qui est accrédité dans la liste de l'État, c'est un gage de sécurité pour vous. Donc, n'hésitez pas à consulter cette liste qui est mise à jour de manière assez régulière tous les 15-20 jours par l'État. On a une cinématique qui a été faite par un acteur. Alors j'aurais pu mettre d'ailleurs la source, je pourrais vous le remettre. Hein. Merci à lui d'avoir partagé ça sur LinkedIn notamment. J'ai trouvé l'image plutôt bien faite aujourd'hui de l'éventail de services et d'acteurs qui peuvent vous proposer ces services-là. On nous retrouve bien évidemment en bas, mais voilà, on a aussi le segment de marché qui peut être adressé. Alors on nous retrouve classiquement sur la PME, hein, c'est logique, ETI. Mais sachez que nos services sont également disponibles pour la TPE sans aucun souci et aussi pour des très grands groupes, nous avons des réponses si tant est que vous soyez séduits par nos services. Mais on voit qu'il y a un large éventail, que ce soit des acteurs de la dématérialisation, de l'EDI, des acteurs de la partie outils de gestion ou même des acteurs très spécialisés dans la partie expertise comptable ou autre. On a un large éventail. Maintenant, les vrais critères essentiels de choix, déjà le côté conformité, quoi. Évidemment que la plateforme doit répondre à des normes, et ça c'est un critère qui, pour moi, est quasiment le plus important à regarder. Il y a les normes de base, hein, les critères de base. On a parlé tout à l'heure de stockage à valeur probante 10 ans, et ça, c'est obligatoire. Mais on a finalement tous les services un petit peu annexes, connexes, qui peuvent être proposés, comme la RGPD, comme également le coffre-fort, ce que nous proposons chez DocuWare, qui permettent de traiter les documents et de les archiver avec une valeur probante et d'aller chercher d'autres natures de documents. Et ça, c'est vraiment des gages aussi de pérennité de votre investissement. Parce qu'encore une fois, il va y avoir un effort de démarrage. Donc, il serait dommage de faire un effort pour, au bout de 6 mois, devoir changer de PDP parce que vous n'avez pas verrouillé tous les aspects conformité et sécurité des données. Donc, il y a des acteurs gratuits sur le marché. Enfin, en tout cas, on le pense. Mais vérifiez notamment la partie RGPD de ces acteurs-là, parce que malheureusement, tout service gratuit aujourd'hui entraîne souvent un partage de données pour monétiser le service. L'intégration à vos outils, je pense que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Vous l'avez vu, Florent a très bien expliqué les cycles de vie, les formats à respecter. Tout ça va nécessiter une intégration forte à vos outils existants. Hein. L'idée, c'est pas de changer de ERP pour passer à la réforme. Si vous le souhaitez, c'est le bon moment, faites-le. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif de l'État. C'est plutôt de dire, mettons-nous à utiliser des sujets standards, des formats standards, et donc la capacité finalement de votre futur PDP à s'interconnecter à votre SI, qui est composé, on le sait, hein, de plusieurs outils. Hein, des fois, des outils de gestion, des ERP, des comptabilités connexes, plusieurs bases. Donc, vérifiez bien que la PDP que vous allez choisir est une PDP qui va s'interconnecter de manière automatique. Il va quand même pas, il nous paraît important de ne pas avoir à faire un glisser-déposer d'une facture dans l'outil ou à devoir importer de manière régulière des fichiers pour mettre à jour des bases. Là, il faut que tout se passe de manière complètement automatique parce que évidemment que les bases de données et les échanges vont être de plus en plus importants et il faut que tout ça soit nativement interconnecté. Donc, il y a plusieurs possibilités de le faire. Chez DocuWare, on est très ouvert à ce sujet-là nativement, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Le troisième point qui pour nous est aussi important, c'est finalement la facilité d'utilisation. Évidemment,
on a des PDP sur le marché, on le sait, qui d'une part sont pas forcément très ouvertes. Donc dès qu'on parle d'échanges en automatique, ce qu'on appelle des API dans le monde informatique, bah, c'est déjà un peu compliqué. Et puis quand on parle d'ergonomie d'utilisateur, bah, c'est encore plus compliqué, quoi. On a souvent juste un tableau de bord qui donne l'état d'une facture reçue ou en arrivée. Mais à aucun moment je peux créer des process de validation, créer des interconnexions avec des intervenants extérieurs, donc les fameux tiers dont parlait Florent tout à l'heure. Et donc il va falloir que j'imagine des outils connexes pour faire ça. Bon, on va quand même pas repasser par les mails, c'est quand même un peu dommage. Quand on a tout dans un outil, il est quand même préférable de pouvoir créer des schémas, des circuits de validation, des circuits d'interconnexion pour faciliter l'utilisation et finalement la vie des comptables ou des responsables de facturation parce qu'à un moment donné, il va falloir avoir une plateforme effectivement malléable. Exactement. D'autres critères, le support, évidemment aussi. Le support est un état de fait indispensable dès lors qu'on a un outil. Donc, veillez là aussi dans la garantie de service pour certains acteurs, à vérifier d'une part le taux de disponibilité du service et également l'ouverture du péage de support. Parce que si vous avez un support qui n'est ouvert que le matin, ça va être compliqué. Ou si vous prenez un acteur international qui n'opère que dans les pays aux États-Unis et qui finalement n'est ouvert que dans ses plages horaires à lui, c'est un peu dommage parce que nous on dort pendant qu'eux travaillent. Donc, voilà, regardez bien cette notion de support parce que c'est également très important. Si demain il y a des problématiques rencontrées, eh ben, il faut avoir un support adressable. Nous, chez DocuWare, on a la chance d'avoir un support 24/5 d'ouvert. Et en plus, on a un réseau de partenaires qu'on met en avant aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir un support encore plus près de vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou à venir nous voir nos partenaires qui opèrent dans chacune des régions, chacune des villes, parce que c'est aussi la garantie d'avoir un support et un acteur local qui va pouvoir vous répondre à vos problématiques. Et ça, c'est hyper important. Le relationnel et l'humain. Replaçons l'humain dans cet échange informatique que l'on expose depuis maintenant une demi-heure. Le coût, évidemment, on l'a mis quasiment à la fin, mais forcément, le coût est un élément indispensable. Donc, les modèles tarifaires, certains commencent à arriver. On voit qu'il y a du gratuit, de l'embarqué, on voit qu'il y a du transactionnel. Bon, il y a un petit peu de tout. Donc, on vous laissera faire votre étude de marché. Sachez que nous, on a plusieurs modèles à vous proposer. Et donc l'idée de DocuWare, c'est aussi de pouvoir répondre un peu à toutes les problématiques qu'on va rencontrer et toutes les tailles d'entreprise. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour vous présenter ces modèles économiques parce que on sait qu'on a des différentes réponses à vous apporter en fonction de vos besoins. Et pour finir, c'est la réputation, je pense, de l'éditeur. Il y a des jeunes pousses qui arrivent sur le marché. On sait aussi que l'effort va être important au départ. Miser sur une entreprise qui a 1 ou 2 ans d'existence, c'est très bien parce que c'est souvent des startups qui sont très innovantes. Maintenant, c'est quand même votre business, le flux de facturation, c'est la trésorerie de votre entreprise. Donc, regardez bien aussi la pérennité de l'entreprise, en tout cas du service que vous allez prendre. Nous, on existe depuis plus de 35 ans, on est présent dans plus de 100 pays, donc on a aussi cette capacité à vous accompagner dans ce côté international, parce qu'on sait qu'il y a la réforme française, mais n'oubliez pas qu'elle est en fait internationale, cette réforme. Et donc, il va falloir être en capacité de l'adresser de manière large. Alors, c'était effectivement aussi une de nos questions qu'on a reçues. Est-ce que notre solution va être déployable en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne? Alors, on a un éditeur à l'origine allemand. Alors, effectivement, on va être conforme. On l'est déjà depuis le 1er janvier 2025. L'obligation, c'est de pouvoir recevoir du FactureX ou du BL par mail chez nos collègues allemands. Et demain, ils sont en train de, effectivement, construire le e-reporting et le e-invoicing eux aussi. Et on sera pour sûr compatible, vu le nombre de clients que nous avons. Sur la Belgique, oui, nous avons un engagement d'être connecté au réseau PayPal avec les formats qui conviennent pour la Belgique. Donc, pour ces 2 exemples, oui. Et progressivement, notre offre va supporter 10, 20, trentaine de pays dès que le système est en réseau connectable sur des portails. L'idée, c'est effectivement d'ajouter ce pays
dans le service d'OQR Invoicing. Alors, c'est vrai que les prochaines étapes pour passer à l'immatriculation, où tout le monde aujourd'hui est sous réserve à PDP définitive, c'est ces documents qui ont été publiés par l'AFNOR suite aux réunions de travail faites par les candidats PDP, OD, outils de facturation, toutes les parties prenantes dans ce contexte. On voit maintenant à travers 3 documents par rapport à l'enrichissement de la facture, à l'échange des factures et comment inter-PDP et à la gestion des cas d'usage et des cycles de vie, qu'on a matière effectivement pour les auditeurs à préparer les jeux de test et les contrôles. Un PPF qui est depuis peu en bac à sable et sur son serveur en production. Donc, les tests vont pouvoir s'accélérer et les mises en situation aussi. Pour répondre, ça va effectivement s'accélérer du fait des travaux qui ont été publiés par l'AFNOR et du fait aussi que au niveau du PPF, l'annuaire rentre en production, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mon DSI me dit qu'il n'est pas obligatoire de prendre une PDP et que cela peut être fait en interne chez nous. Est-ce vrai? Alors, si la question, c'est de monter vous-même un service PDP, pourquoi pas, mais les investissements sont très, très importants quand même. C'est peut-être sur la préparation du flux, où là, oui, votre DSI a raison, pas besoin d'une PDP pour préparer un facture X. Après, pour déclarer ma transaction auprès du PPF et gérer le cycle de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est obligatoire de passer par une plateforme déclarée et certifiée. La PDP est obligatoire si vous êtes assujetti à la TVA. Quand je vois que 89% des personnes présentes n'ont pas choisi leur PDP, et c'est mon cas, je pense qu'il y a un gros problème de compréhension des solutions de PDP et surtout que ce projet n'est pas encore terminé. Qu'en pensez-vous? Alors, sur le côté pas encore terminé, je vous l'accorde, mais par rapport aux éléments cités, ça s'accélère fortement. Donc, on sait, entre guillemets, la cour dans laquelle on va pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce qui n'est pas compris par rapport au choix de cette PDP? On a essayé de montrer effectivement dans l'exemple d'un flux qui pouvait paraître un peu complexe, que la complexité, elle est quand même aussi dans votre outil qui génère la facture. Parce que quand vous avez ça de près, les formats de facturation, derrière, c'est quel est mon nouveau service de la Poste à travers la PDP qui va me permettre de rerouter mes factures, entre guillemets, ni plus ni moins. Mais le plus dur, c'est sortir le format de facture qui va bien avec tout le contenu de la data. Et ça, je suis d'accord, vu les prospects qu'on voit tous les jours, personne n'a vraiment compris où se situe le problème. Et justement, c'est une bonne transition sur tous ces enjeux-là. C'est une bonne transition vers les enjeux de votre entreprise et finalement ce que vous devez préparer. Donc, c'est un peu coût réel versus coût caché. On a effectivement un travail préparatoire dans le cadre de l'émission des factures qui est bien souvent en plus un travail à faire dans votre outil qui génère la facture, donc une gestion commerciale, un ERP. Et il y a un gros travail de votre côté qui va être de vérifier la cohérence et la concordance des bases. La base de tiers que vous utilisez, la base de clients, bien souvent, en fait, il manque plein d'informations qui vont être nécessaires à la PDP pour acheminer cette facture au bon endroit déjà, vers votre bon client. Et puis derrière, on l'a dit, Florent a bien cité un certain nombre d'éléments obligatoires qui seront contrôlés par le service PDP pour être sûr que votre facture répond à tous les critères. Eh bien, il faut que ces éléments obligatoires, ils figurent dans la facture. Et donc, il faut qu'ils soient présents dans vos bases. Donc, évidemment, on a voulu le mettre en exemple ici, il y a une mise à jour des bases de données, une mise à jour des bases clients, une gestion des données erronées, donc vérifiez bien également ces parties-là. Et puis, la cerise sur le gâteau, malheureusement pour vous, c'est qu'il faut également regarder ça au niveau des lignes articles.
Parce que vous l'avez compris, hein, dans l'extension notamment, on va pouvoir gérer le multi-livraison, le multi-commande par rapport à une facture, mais il va falloir descendre à la ligne article. Et donc du coup, qui dit ligne article, dit code article, dit type de mention, en tout cas type de produit facturé. Est-ce que c'est du bien? Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est les deux? Voilà, donc il y a des choses à compléter pour être sûr que dès lors que vous allez commencer à émettre une facture, eh bien là aussi, on répond à tous les critères. Et donc là, on pense, en tout cas nous, de notre côté, que la mise en œuvre de la réforme, c'est pas gratuit. Évidemment, il y a un coût qui va être un coût effectivement incombant à du travail interne. Et puis, il y a un coût également de mise en place du service PDP fait par l'acteur que vous allez choisir. Et cet acteur, il faut aussi vérifier qu'il va être suffisamment appétent à comprendre la réforme pour vous accompagner au mieux dans les mentions, dans les éléments qui seront à fournir pour cette partie émission. Mais n'oubliez pas, hein, c'est aussi la partie réception qui va compter. Et donc là, on a une vraie valeur d'usage à vous donner. Quand vous prenez le planning… Vas-y, pardon, il y avait des questions sur ce que tu disais, justement, par rapport au coût. Philippe nous dit, et surtout, il y aura un fort surcoût, en tout cas pour moi. Alors, peut-être, effectivement, sur des outils pour générer le bon format en export, peut-être par rapport au modèle PDP de votre prestataire ou les offres que vous avez reçues. Sans trop vouloir nous dévoiler, on est sur des offres qui peuvent être illimitées d'un côté en termes de volume de traitement ou un coût à la facture si on a de la conversion et de la diffusion à faire. La date d'immatriculation sera définitive. Alors pour nous, on va commencer avant l'été et continuer à la rentrée. Romain, il y a surtout beaucoup d'offres qui doivent répondre à nos besoins spécifiques et qui sont tous différents. Or, à ce jour, on a des solutions générales et on vous promet tout si vous signez. Alors, je suis 100% d'accord, Romain. C'est pour ça qu'on a commencé, lors de notre précédent webinaire, à parler des cas d'usage en restant pédagogique, mais des cas d'usage, il y en a pas mal. C'est ici qu'on rentre dans le spécifique. Et c'est ici où notre devoir de conseil nous dit qu'est-ce que vous devez même prévoir une nouvelle fois dans votre outil de gestion avant de partir dans la PDP. La PDP, j'ai envie de dire, c'est quand on allume on crée une nouvelle adresse mail sur le serveur ou on choisit un nouveau prestataire de diffusion postale. On sera tous alignés. Mais il y a deux enjeux. C'est une nouvelle fois, toujours et encore, mon flux de facturation. Et quand on a des tiers ou des particuliers dans les spécificités, c'est comment l'outil de workflow va s'articuler, va être agile pour vous accompagner, pour remonter les statuts et mettre tous les tiers ou les personnes correspondantes dans la boucle du cycle de vie de ma facture. Et ça, devinez quoi, des workflows, nous, ça fait 15 ans qu'on en fait, on le maîtrise très bien, mais c'est vrai que dans un webinar de ce type, après, on est jugé un peu trop technique et on rentre dans le détail, donc on reste générique pour démontrer et alerter. Mais quand on passe maintenant sur de l'analyse, on va dans le détail, on va dans le spécifique. Bien sûr, des outils comme Sage vont proposer des mises à jour, des nouveaux modules, des approches presque gratuites. Après, on sait, comme l'a dit Albéric, il faut voir effectivement le coût d'ensemble de votre abonnement, combien il augmente chaque année Sage de 6, 8 ou 10%, parce que c'est dans les évolutions de tarifs globales des produits Sage que sont inclus réellement votre coût d'usage à la PDP de cet éditeur ou bien d'autres. Donc, il faut regarder effectivement les coûts cachés, votre coût total de possession de traitement d'une facture pour savoir concrètement quel est le coût final de ce service. Il y a beaucoup de questions, excusez-nous, il reste 10 minutes. Coût important pour les TPE, je suis effectivement dans certains cas d'accord avec vous. Problème de volume de facture, des remises ou frais divers sont ouverts comme articles. Ce sont des articles ni biens ni services. Y a-t-il d'autres types Désolé Sabine, oui, il y en a, mais on ne pourra pas tout préciser. Pourquoi nous sommes bloqués par le modérateur? Excusez-nous, on reprend juste le fil de l'actualité, mais on ne souhaite surtout pas vous bloquer. Avoir deux PDP
Est-ce une bonne idée? Une PDP pour le flux entrant, une PDP pour le flux sortant? Tout à fait. Quand simplifiera-t-on l'immatriculation des sociétés en France? Sirène, SIRET, numéro de TVA, IROI, et j'en oublie peut-être. Monsieur Duval, je suis d'accord avec vous, mais c'est important là, le SIRET et le Sirène dans l'orientation effectivement des factures. Dans l'annuaire, le fameux annuaire de l'État, il y a 4 niveaux de routage possibles. Le premier niveau étant effectivement le sirène de votre entreprise, mais après on peut avoir des codes de routage ou des sirettes permettant d'acheminer la facture vers le bon sous-établissement. Donc là aussi, plus vos bases sont à jour et plus l'annuaire de l'État le sera, et plus l'acheminement au bon endroit sera facilité. Exactement, donc attention, Sedge proposé dans la V12, mais les coûts cachés, on l'a dit. Est-ce que vos outils pourront intégrer les factures reçues dans nos ERP ou c'est seulement l'interface de l'émission de nos factures? On sera aussi en émission et en réception. Les statuts d'approbation, rejet des invoicing seront-ils traités sur la plateforme de l'administration ou seront-ils traités sur DocuWare? L'objectif du service de PDP de DocuWare, c'est effectivement de reporter l'information au concentrateur de données du PPF. Ces informations pourront être réacheminées sur les opérationnels comme le comptable par les workflows. Voilà. L'idée, c'est d'avoir que l'interface de DocuWare de votre côté. Votre comptabilité, oui, ou votre ERP, mais l'outil DocuWare pour le service PDP, et c'est tout. On gère l'ensemble des suivis dans l'interface de DocuWare. Exactement. On va faire une petite pause sur les questions. On va y revenir. Je te laisse dérouler quelque peu. Le planning idéal, on voit qu'il y a donc 90% des personnes autour de la table qui n'ont pas encore choisi. Donc là, on a fait un planning voilà, type d'un projet. On sait qu'il y a la définition, le cadrage de vos besoins qui se définissent en à peu près 2 mois. On parle de mois calendaires, pas de temps effectif de travail, mais en tout cas, il faut compter en gros un trimestre aujourd'hui pour une PME pour lancer un projet de dématérialisation entrant-sortant sur ce flux achat-vente. Ça, c'est notre expérience qui le dit depuis plus de 15 ans. On ne va pas le changer. Alors, ça peut aller un peu plus vite, ça peut aller un peu moins vite, mais en règle générale, il faut à peu près 3 mois. On considère que du coup, acheminer à ça, on a à peu près aussi 3 mois de ce qu'on appelle un peu de garantie, l'hypercare, donc de voir un petit peu comment ça se stabilise, quels ajustements il faut faire. Donc là, on est sur un calendrier d'à peu près 6 mois. Encore une fois, si on occulte les mois d'été, parce qu'on sait très bien qu'on a une baisse d'activité due au congé, pour être prêt en septembre 2026, vous voyez que globalement, il reste très peu de temps. Donc, soit vous vous dites, tout va bien, j'amorce ça au mois de janvier, et effectivement, c'est une stratégie, mais prenez bien en compte que donc l'ensemble des entreprises françaises devront, au 1er septembre 2026, devoir réceptionner une facture par une PDP. Je n'ai pas fait le détail de combien de millions d'entreprises il y avait en France, mais vous faites juste un rapide calcul du nombre de millions d'entreprises divisé par 100 acteurs. À un moment donné, les acteurs ne vont pas dupliquer leurs ressources et ça ne sera pas possible de servir tout le monde à temps. Donc, on vous incite très fortement, notamment pour les gens qui savent pas trop comment aller ou comment faire. Est-ce que c'est complexe, pas complexe, de venir nous voir. On est là aussi pour vous accompagner. Il y a du service d'audit qui peut être proposé pour juste s'intéresser à votre fonctionnement avant même de vous proposer un service complet. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous accompagner et surtout essayer de prendre en charge votre projet du mieux possible et de ne pas faire de la va-vite au dernier moment. Donc, nos conseils pour finir cette partie-là et éviter les pièges, c'est pas se focaliser uniquement sur le prix, parce qu'encore une fois, je pense qu'on a assez insisté. Le service gratuit, je pense qu'il a ses limites. Anticiper également votre croissance ou vos besoins d'internationalité ou de volumétrie, parce que là aussi, on a certains services gratuits, mais qui prennent en charge que 600 factures par an ou 1000 factures par an. Donc, évidemment que si vous dépassez, faut voir un peu comme dans des fois les forfaits téléphoniques, dès qu'on dépasse, ça coûte très très cher. Donc, il faut aussi voir l'ensemble là-dessus. La partie support, on en a parlé.
impliquez-vous, impliquez vos équipes, IT, compta, des experts fiscaux éventuellement dans vos entreprises pour arriver le plus sereinement possible. Et donc, effectivement, une PDP accréditée, c'est aussi l'assurance d'une transition vraiment calme et sereine. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'investir un peu pour gagner beaucoup dans la durée. Donc, si je dois changer de PDP au bout de 6 mois parce que je me suis trompé et que j'ai été un peu tête baissée dans une offre low cost, c'est un peu dommage parce que du coup, il faut remettre de l'argent pour refaire un setup et repartir sur un service un peu plus à valeur ajoutée. Ce qui nous amène à parler rapidement de l'offre DocuWare en 4 minutes pour pas trop déborder. On va la faire synthétique. Pour ceux qui nous connaissent pas, on est vraiment une plateforme documentaire globale de l'entreprise. On sait couvrir n'importe quel besoin d'une entreprise, n'importe quel processus. Et bien évidemment, complémentaire à ça, on a les achats et les ventes qu'on couvre beaucoup. Et grâce à notre immatriculation, grâce à notre offre, en faisant un focus ne serait-ce que sur ces deux piliers-là, on va pouvoir vous offrir un service à valeur ajoutée avec bien d'autres services complémentaires que les services de base. Et en plus, vous pourrez capitaliser sur votre investissement pour aller chercher d'autres cas d'usage sur de la RH, sur de la qualité, sur du projet, sur du collaboratif, qui sont des sujets purement documentaires que toute entreprise, quelle que soit la taille, a aujourd'hui en France. Le module, il est très simple. On a vos outils à gauche, on a votre GED et on a le module PDP. Et donc, ce module PDP, c'est le module additionnel DocuWare qui va permettre de réaliser tout ce qu'on a vu depuis le début avec Florent et toutes les explications qui ont été promulguées, qui sont nécessaires au bon contrôle fiscal, réglementaire de vos factures. Exactement. Mais le dernier point, il est pour moi assez important, c'est le côté liseuse. On a souvent des questions sur les formats de facturation, C2I, UBL, FactureX. FactureX, c'est ni plus ni moins qu'une facture comme vous connaissez aujourd'hui, avec une apparence lisible. Par contre, le C2I, l'UBL, c'est ce qu'on voit à gauche, c'est un flux de données. Donc, il est aussi dans votre étude de marché important de prendre en compte le fait que si vous recevez un UBL demain directement depuis un fournisseur international par exemple, puisqu'il est en droit de vous l'envoyer, de pouvoir lire ce contenu. Et donc en fait en mettant un UBL ou un C2I dans DocuWare, ça reconstruit automatiquement l'apparence d'une facture pour un humain. Et là aussi dans l'offre de service, c'est quand même hyper agréable. Je te laisse peut-être répondre à des questions ou avant de… Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que le choix, effectivement, de la PDP doit s'ordonnancer avec l'informatique et une vision comptable. Les avantages d'avoir une PDP ou deux PDP, ça dépend un peu de votre contexte, mais c'est à regarder. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de 90 candidats PDP. Vous n'allez pas vous amuser à contacter toutes les PDP. Restez avec DocuWare, ça sera plus simple. Notre calendrier est juste estimatif. C'est vrai, 6 mois, ça peut paraître pour certaines organisations un peu trop court. C'est pour donner une moyenne. Bien sûr, même si l'annuaire est opérationnel aujourd'hui, il manque encore pas mal de choses. L'annuaire est disponible, mais il n'y a pas typiquement le collecteur de données sur le PPF. Donc, on peut simuler les choses pour voir si déjà, effectivement, en interne, les process, le suivi des statuts, c'est opérationnel. C'est faire l'accompagnement pour le comptable ou pour le responsable comptable à ce niveau-là, et c'est très important. C'est vrai qu'on est encore sur des candidats PDP, ça va s'accélérer. On a parlé beaucoup aujourd'hui, effectivement, de DocuWare PDP, mais DocuWare, ça peut être vu aussi comme un OD qui assure la piste d'audit fiable, qui assure la liaison avec les workflows. Et c'est ça, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas d'outil de workflow de traitement de factures ou un stocker de vos factures, on peut rester là-dessus. Et le choix du service PDP, comme je l'ai dit, peut arriver dans un second temps. Les ERP sont en train effectivement d'opérer les mises à jour pour être prêts aussi de leur côté. On n'a pas assez parlé du flux e-reporting. Alors maintenant, on sait exactement, en fonction des situations, l'enrichissement, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment échanger ces données dans ce futur réseau de PDP.
Ça, c'est documenté. Si vous nous contactez, on pourra le partager avec vous. Est-ce que je crois un nouveau report du calendrier? Je vais rester positif, ça sera le mot de la fin. Je ne pense pas. Il y aura peut-être des assouplissements sur certaines règles, mais le calendrier va rester comme il est aujourd'hui. Mon flux de vente est divisé en B2B, B2C sur WooCommerce. Donc là, on est sur effectivement les marketplaces. C'est le cas d'usage numéro 15. Donc, il y a des spécificités à regarder un peu dans le détail. Mais on a maintenant de l'information sur le cycle de vie de ces factures, la préparation de votre flux de facturation. Voilà pour répondre à votre question, Nathalie. Et sinon, pour répondre à l'ensemble d'autres questions de la battle, qui est la meilleure PDP, est-ce que mon ERP va m'aider? N'hésitez pas à revenir vers nous. On répondra à vos questions avec grand plaisir. On finit sur la conclusion et la slide finalement de nos services à valeur ajoutée en mode synthétique. Donc on a passé quelques slides parce qu'on a pris un peu de retard sur nos échanges. On espère en tout cas que le webinar a été constructif de votre côté. Mais l'idée c'est vraiment ici de synthétiser. Donc on va pouvoir vous apporter des services bien au-delà de simplement acheminer une facture et la stocker. C'est aussi de pouvoir capitaliser sur votre investissement et que le gain espéré, tant espéré et tant promulgué par l'État, soit in fine présent en bout de chaîne. Donc le ROI, il passe aussi par les services complémentaires que l'acteur que vous allez choisir peut proposer et sur le fait que la plateforme finalement ne fasse pas que peut-être PDP, mais couvre des services bien plus larges dans votre entreprise. En tout cas, on a été ravis, je pense, ce matin de vous avoir. Il est 11h02, on va voir qu'on commence à avoir des déconnexions et c'est normal, on ne va pas trop vous retarder. N'hésitez pas à nous solliciter, il y a le petit QR code, flashez le QR code, allez sur notre site internet. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier de votre présence, toujours en nombre, active avec les questions. Ça fait toujours plaisir d'avoir des éléments comme ça et des échanges. Et on reste à votre écoute. Et on va vous souhaiter une agréable journée. Exactement. Merci Albéric, merci à tous. Et la prochaine fois, promis, on fera une démo. Parce qu'il y a eu ce point-là, on a hésité, mais on n'aurait pas eu le temps. Mais promis, la prochaine fois, on vous fait la démo qui va bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup.